Le test cosmologique le plus riche en informations, et pas seulement sur H2Z, est celui qui exploite toutes les propriétés du fond diffus cosmologique dont je vous ai déjà parlé. La première question qui se pose est celle de l'origine des très faibles fluctuations de température, et donc de densité, observées ici, de l'ordre du 100 millième, sur cette image de l'univers autour d'un redshift de 1100, je le rappelle. Pour bien comprendre l'origine de ces fluctuations, je vais développer une analogie. Imaginez que vous projetez un grain de sable sur une étendue d'eau parfaitement plane et que vous attendez 2 secondes et la photographiez. Vous verrez alors apparaître sur la photo un train d'onde circulaire, comme sur cette photo ici. Si vous prenez cette photo beaucoup plus tard pour laisser aux ondes le temps de parcourir une grande distance, et ne prenez que l'avant du front d'onde, vous pouvez représenter l'amplitude de l'onde en fonction de la distance au centre, où l'impact initial s'est produit, et obtenir quelque chose ressemblant à cela. Rien ne vous empêche ensuite de représenter plutôt le carré de cette fonction. Et pourquoi pas plutôt en fonction de l'inverse de la distance parcourue, plutôt que la distance elle-même. Voici ce que vous obtenez. Je reviendrai un peu plus loin sur l'interprétation de cette forme d'onde ainsi que sur l'autre exemple d'onde que vous pouvez voir en dessous. Supposez maintenant que vous ne projetez pas un seul grain de sable, mais plutôt une poignée de sable. Vous jetez en l'air cette poignée et chaque grain impacte simultanément la surface de l'eau. Sur la photo, prise à nouveau au bout d'un certain temps, vous obtenez des myriades de trains d'onde circulaires superposés en une figure particulièrement enchevêtrée. Eh bien, il est cependant possible d'appliquer des techniques de traitement du signal assez élaborées à cette figure enchevêtrée, donc pas facile à interpréter. Et grâce à cela, on va en extraire la signature de la présence d'ondes circulaires qui en réalité y sont omniprésentes, même si c'est a priori peu flagrant. Ce que nous allons obtenir en faisant cela, en fait, c'est quelque chose d'analogue à cette courbe ici, que nous avions obtenue pour un seul grain de sable. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai fait considérer cette fonction particulière, où l'on a mis au carré et tracé en fonction de l'inverse de la distance. Cette fonction est bel et bien une signature d'onde circulaire, de même que les précédentes d'ailleurs. Ce qui ne sautait pas aux yeux à considérer l'image elle-même, où tout est inextricablement enchevêtré, peut donc être révélé par l'opération de traitement du signal, qui en termes techniques consiste à faire la transformée de Fourier d'une fonction d'autocorrélation à 2 points de l'image. Appliquons maintenant cette même technique à la carte des fluctuations de température du CMB. Voilà ce que l'on obtient, que l'on appelle le spectre de puissance des fluctuations de température. Le simple fait d'obtenir cette figure avec une série d'oscillations que vous voyez ici est donc la preuve d'une similitude profonde entre les deux phénomènes. La preuve en fait que les fluctuations de température du CMB ont elles-mêmes pour origine des perturbations qui sont l'équivalent des impacts de grains de sable dans l'eau, dans notre analogie, et qui sont à l'origine des trains d'ondes qui se sont propagés jusqu'à ce que la photo soit prise, c'est-à-dire l'image qui se révèle à nos télescopes au moment où l'univers devient transparent à lui-même lors du découplage matière-rayonnement. Ce spectre a d'ailleurs une certaine analogie avec celui que nous aurions obtenu en appliquant le même traitement à la photo de la surface de l'eau criblée d'impact. Mais évidemment, au lieu d'ondes de surface sur un plan d'eau, il s'agit bien sûr ici d'ondes de surpression ou de surdensité, correspondant aussi à des fluctuations de température, des ondes qui se sont propagées dans les 3 directions du plasma primordial, autrement dit, des ondes acoustiques. En étudiant cette courbe, on se rend compte que l'on peut la reproduire parfaitement avec le modèle qui décrit quantitativement ces phénomènes acoustiques, qui sont en fait sans mystère. On connaît depuis longtemps les lois de la physique de la propagation d'ondes dans un plasma. Mais la difficulté supplémentaire ici est que tout cela se produit dans un plasma soumis à la gravité. Il est en expansion, au taux H2Z, ce qui le dilue au cours du temps, et ce qui va nous permettre une fois de plus d'accéder au taux d'expansion H2Z en étudiant ce spectre. Le plasma est également soumis à des potentiels susceptibles en plus de varier au cours du temps. Notons que ce spectre ici de fluctuation de température n'est pas le seul que l'on peut extraire de l'image du CMB.
est parfaitement ajusté par la théorie. Car la lumière peut transporter une information supplémentaire, en plus de son intensité, qui est sa polarisation. Il y a en fait deux autres spectres analogues à celui-ci que l'on peut construire, un spectre de polarisation et un spectre mixte, température-polarisation, également parfaitement reproduit par la théorie tous les deux. Au final, le nombre de paramètres théoriques que l'on ajuste pour reproduire ici les observations, c'est la courbe ici qui passe par tous les points, en rouge, la courbe verte. Ce nombre de paramètres est très petit, et notre capacité à faire cet ajustement démontre sans l'ombre d'un doute que la nature acoustique de ces fluctuations est bien comprise. Et nous allons voir comment des informations cruciales sont extraites de ce spectre, rien qu'en identifiant certaines particularités de la forme de ce spectre. Il y a d'abord deux paramètres, deux seulement devrais-je dire, pour décrire les perturbations initiales à l'origine des ondes acoustiques, le AS et le NS que vous voyez ici. Pour décrire plus précisément leurs échelles, c'est-à-dire leur taille, mais aussi leurs amplitudes. Dans le cas de notre analogie, ce serait la taille des différents projectiles, qui ne sont pas nécessairement tous identiques, pas tous des grains de sable, et la vitesse à laquelle ils ont impacté l'eau. On trouve que toutes les échelles ont participé à ces fluctuations initiales avec la même puissance. On dit qu'elles sont à peu près invariantes d'échelle. Puisque les fluctuations existent à toutes les échelles, on ne s'attend pas à voir leur puissance retomber à zéro au-delà de l'horizon acoustique. Autrement dit, les fluctuations à grande échelle doivent être détectées dans le CMB, même au-delà de l'échelle de distance que l'onde acoustique a pu parcourir depuis le Big Bang. On observe donc ici un plateau, sans surprise, qui ne retombe pas à zéro, contrairement à ce qu'on aurait pour le spectre d'ondes à la surface de l'eau, produite par des grains de sable. Comme vous le voyez ici, en amont du front d'onde, celui le plus en avance, eh bien on retombe à zéro. On est sur l'étendue d'eau plate qui n'a pas encore été atteinte par les ondes. Voilà donc pour les paramètres initiaux, l'amplitude et ce qu'on appelle l'indice spectral. Également, l'univers dans lequel s'est propagée cette lumière, depuis cette image jusqu'à nous, n'est pas totalement transparent. En principe, à partir d'un état initial à z égale 1100, on devrait pouvoir prédire exactement son évolution, et donc prédire dans quel milieu la lumière va se propager depuis le redshift 1100 jusqu'au redshift présent, z égale 0. Mais en pratique, c'est difficile, car la formation des premières étoiles est un processus très non linéaire et mal compris. Or, ces étoiles ont dû radicalement modifier les propriétés de transparence de leur environnement. Si les étoiles se sont formées plus ou moins tôt, l'univers est plus ou moins transparent. Et pour quantifier cet effet mal connu, on introduit un paramètre de profondeur optique, qu'on appelle tau ici, qui peut déformer le spectre et quantifie cet effet. Je simplifie outrageusement, car il y a de nombreux autres effets dans cette physique, qui sont par contre bien compris et ne nécessitent pas d'introduire de paramètres supplémentaires, et ils sont pris en compte dans l'analyse de cette carte, notamment les effets Doppler, des effets de rougissement des photons s'échappant des potentiels gravitationnels associés aux surdensités, des effets dits ISW lorsque ces potentiels en plus varient dans le temps, et même l'effet des potentiels gravitationnels des structures plus proches de nous, comme les amas de galaxies, potentiels qui ont pu dévier cette lumière, l'ont plus ou moins focalisée, contribuant ainsi aussi à déformer le spectre. Vous trouverez tous les détails sur le site de Wayne Hu, qui est une référence en la matière et dont je vous indique l'adresse ici. Il y a ensuite, bien sûr, les paramètres qui gouvernent le taux d'expansion de l'univers H2Z, qui nous intéressent plus particulièrement, car ce sont ceux-là qui permettent de départager les théories cosmologiques entre elles. Nous y reviendrons dans un moment. Mais notons qu'aucune théorie cosmologique, au sens d'une théorie dont la raison d'être est de rendre compte du taux d'expansion H2Z des origines à nos jours, aucune telle théorie ne pourrait faire l'économie des trois paramètres que nous avons déjà. Ni les deux paramètres caractérisant les conditions initiales, qui résument une physique primordiale encore très peu explorée, ni le paramètre de profondeur optique, tau, qui compense notre compréhension limitée des processus extrêmement complexes à l'œuvre dans la formation des étoiles. Enfin, il y a un dernier paramètre, état, qui caractérise la composition du fluide plasma qui est le siège des ondes acoustiques. Il
Il s'agit de la fraction de la densité de matière normale sur la densité de rayonnement dans le fluide. Précisément, cette fraction dont nous avions besoin pour les calculs de nucléosynthèse dont nous avons déjà parlé. Comme la densité de rayonnement dans l'univers est déjà facilement estimée à partir du spectre de corps noir du CMB, c'est la densité de matière normale dans l'univers que le CMB nous permet de connaître, en mesurant ce état. C'est d'ailleurs une quantité qu'il serait bien difficile d'évaluer aussi précisément dans l'univers actuel, tant les atomes sont parfois doués pour jouer à cache-cache. Tout était plus simple au moment du découplage. En effet, la matière normale, dont il est question ici, ne pouvait qu'être étroitement couplée au rayonnement, cette matière étant ionisée dans le plasma avant découplage. Ces noyaux d'atomes devaient donc participer aux oscillations et donner de l'inertie au fluide. Cette inertie du fluide doit rendre les oscillations dissymétriques en présence de gravité. Donc pour des ondes acoustiques dans le plasma primordial, on ne va pas avoir exactement la même figure que celle que j'avais représentée dans le cas d'une onde à la surface de l'eau. On s'attend au contraire à ce que les surdensités étant plus intenses que les sous-densités, cela se traduise par des bosses plus accentuées que les creux ici. Ici, les bosses sont plus accentuées que les parties négatives. Ou encore, une fois qu'on a mis le signal au carré, on aura les pics impairs plus élevés que les pics pairs. Les bosses correspondent en effet à des surdensités qui sont accentuées ici par un surplus d'inertie des fluctuations lorsqu'elles se retrouvent sous l'effet de leur propre gravité. D'autre part, si l'on se reporte au front d'onde ici, au train d'onde que nous avions dans le cas de notre analogie, on remarque que le front de l'onde la plus en avance, est aussi celle qui a la plus grande amplitude, ici. Un petit bouchon à la surface de l'eau qui vient d'être atteint par cette onde, par exemple ici, n'a oscillé qu'une demi-fois. Par contre, les bouchons à la surface de l'eau dans le sillage de cette onde ont déjà eu le temps d'osciller une à plusieurs fois et donc de s'amortir. C'est pourquoi les amplitudes diminuent. Et donc, une fois qu'on a représenté ça en fonction de l'inverse de la distance, on observe le même effet en sens inverse. L'amplitude des oscillations au fur et à mesure que l'on se rapproche du point à l'origine de l'onde, cette amplitude décroît donc sans surprise et la manière dont elle le fait dépend des propriétés du fluide, des phénomènes dissipatifs qui atténuent les fluctuations à petite échelle. De même, dans cette figure, la décroissance de la puissance des pics de fluctuation, lorsque l'on tend vers les petites échelles, nous donne accès à des informations sur la composition du plasma primordial. Ceci en plus de l'effet qui atténue, comme vous le voyez, l'amplitude des pics pairs, comme celui-ci et celui-là, par rapport aux pics impairs, comme le premier et le troisième notamment. Effet dont nous avons parlé juste avant, qui lui aussi dépend de la fraction de baryon dans le fluide et nous donne accès à état, le fameux paramètre état qui est la fraction de matière sur la fraction de lumière. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les paramètres restants qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire ceux qui entrent dans H2Z, qui décrit l'histoire de l'expansion de l'univers. Ce que nous cherchons à faire depuis le début, je le rappelle, c'est de reconstituer l'histoire de ce taux d'expansion, donc connaître ce H2Z. Et cela doit nous permettre dans un second temps d'ajuster les paramètres de la théorie qui reproduira ce H2Z. Ces paramètres, je le rappelle également, ce sont les densités des différents contenus de l'univers. Dans le modèle standard, il s'agit du rayonnement, éventuellement une composante exotique aussi, comme l'énergie noire, mais aussi la quantité totale de matière, incluant la matière normale que nous avons déjà évaluée à l'instant, mais y compris éventuellement une composante qui ne participe pas aux oscillations du fluide, si elle n'interagit pas avec la lumière. Une composante qui n'a que des effets gravitationnels, en contribuant notamment au taux d'expansion H2Z, la matière noire. Voyons donc comment l'analyse du CMB nous donne accès à H2Z et donc à ses paramètres. La position du pic principal, que vous voyez ici, est l'observable clé, car elle dépend directement de la distance parcourue par le front d'onde acoustique depuis sa création, juste comme la distance du front d'onde à l'impact initial du grain de sable dans notre analogie. La position ici de ce premier pic correspond tout à fait à la position ici du pic le plus en avance, ou ici plutôt dans le cas d'une onde acoustique. Pour prédire donc cette position, il suffit de savoir quelle distance a été parcourue par ces ondes acoustiques depuis l'origine.
Il suffit donc de savoir à quelle vitesse ces ondes se propagent dans le plasma. À peu de choses près, c'est la vitesse de la lumière divisée par racine de 3. À quel moment, c'est-à-dire à quel redshift ces ondes ont été émises, et à quel redshift on observe les ondes à l'arrivée. Pour le redshift final, on le connaît déjà, c'est celui du découplage, donc Z égale 1100, le moment où l'univers nous révèle cette image. On va voir que tout marche bien si l'on suppose juste que les perturbations initiales ont été émises à très très grand redshift, c'est-à-dire proche du temps zéro, et inutile alors de connaître précisément sa valeur. Pour évaluer la distance parcourue, qui détermine la position du premier pic, on retrouve à nouveau donc le problème déjà rencontré de la distance parcourue entre un redshift initial et un redshift final à une certaine vitesse, dans un univers en expansion à taux h de z. Nous connaissons la réponse. C'est à nouveau la même intégrale que nous avions rencontrée, qui dépend de h de z, entre un z initial et un z final. Cette intégrale, la voici ici au numérateur, où intervient cs, la vitesse des ondes dans le plasma, et où nous avons intégré depuis le redshift infini, qui correspond au Big Bang, jusqu'au redshift du découplage, où nous avons pris la photo. C'est donc le h de z ici, dans les premiers 380 000 ans de l'univers, qui intervient pour prédire le rayon de l'onde circulaire au découplage, et donc la position observée du premier pic acoustique, si celle-ci ne dépendait que de cette distance parcourue par l'onde depuis l'origine. Mais ce n'est pas le cas, car nous n'observons pas directement des distances, mais plutôt des angles correspondant à ces distances. Ce que nous pouvons mesurer par exemple, c'est l'angle sous lequel nous percevons la fluctuation. Donc, la fluctuation ici a un rayon RS, et voici l'angle sous lequel nous la percevons. Nous qui sommes à une distance que j'appelle ici dA. L'angle auquel nous percevons la fluctuation de plus forte puissance, c'est l'angle donc du premier pic. Il vaut à peu près 1 degré. Il s'agit donc maintenant de calculer sous quel angle une fluctuation de température ayant un certain rayon sera perçue aujourd'hui pour pouvoir faire le lien entre les observations et la théorie. Cela dépend bien sûr, cette fois, de la distance parcourue par la lumière qui nous parvient depuis le fond diffus, donc de z égale 1100 à aujourd'hui z égale 0. C'est en effet cette distance-là que j'ai appelée dA ici que doit parcourir la lumière depuis le fond diffus jusqu'à nous. Il va falloir donc diviser la taille de la fluctuation par cette distance pour trouver l'angle. Et cette distance, à nouveau, il s'agit maintenant de la calculer. Pour calculer cette distance, c'est maintenant le h de z entre le découplage et aujourd'hui qui intervient dans l'intégrale. Et c'est donc le h de z dans la partie la plus récente de l'histoire de l'univers, dominé d'abord par la matière, puis éventuellement, plus récemment, par l'énergie noire. Au final, lorsqu'on calcule l'angle θ avec cette fraction-là, tout fonctionne bien si l'on injecte le h de z prédit par le modèle standard. On retrouve bien l'angle de l'ordre de 1 degré sous lequel on perçoit les fluctuations prépondérantes. On retrouve donc bien l'angle de 1 degré correspondant au pic principal. Si l'univers n'était par exemple pas plat, on aurait tout faux de plusieurs ordres de grandeur, car les rayons lumineux ne se propagent plus en ligne droite dans un univers courbé. On verrait à l'arrivée cette fluctuation sous un angle très différent de 1 degré. Voilà pour le pic principal. Mais mentionnons au passage que la hauteur du second pic relativement à celle du premier est également sensible à h de z. Au final, c'est donc toute l'histoire de h de z sous forme d'intégrale que l'on teste via les multiples observations du CMB.